Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr consacré aux actualités françaises et internationales. Je suis Christophe Caron et je suis confiné comme mes deux camarades du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Au sommaire de cet épisode du Monde Devant Soi, l'épidémie de Covid-19. Cette semaine, nous allons remonter aux origines de la maladie avec le professeur Didier Sicard, médecin, spécialiste des maladies infectieuses et ancien président du Comité consultatif national d'éthique. Bonjour professeur Sicard. Bonjour. Professeur, le monde entier se focalise sur les traitements et les vaccins permettant de prendre le contrôle sur le coronavirus. C'est évidemment essentiel, mais dites-vous, il faut s'intéresser à l'origine du virus et plus précisément à l'origine animale. Alors, on ne sait pas exactement d'où vient ce virus, même si une étude publiée dans Nature penche pour une recombinaison entre un coronavirus propre à la chauve-souris et un autre originaire du pangolin. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'épidémie démarre à Wuhan, dans un marché ouvert où sont vendus des animaux sauvages. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie est provoquée par la transmission d'un virus de l'animal sauvage à l'homme, et pourtant, ces marchés existent toujours. Pourquoi a-t-on de mal à tirer leçon de ce qui nous arrive ? C'est très étrange, c'est que c'est exactement la même circonstance qu'en 2003, avec le SRAS numéro 1, maintenant c'est le SRAS numéro 2, et on avait attribué au marché la responsabilité des civettes, elles-mêmes contaminées par les chauves-souris, qu'on avait un petit peu oublié parce que l'épidémie était beaucoup moins contagieuse que le SRAS numéro 2. Et donc on se retrouve devant une situation où un marché ouvert avant la fête du rat, énormément de gens, c'est une ville centrale dans la Chine, un marché central, avec une consommation culturelle majeure d'animaux vivants, animaux sauvages, chauves-souris, serpents, pangolins. Et comme ça coûte très cher et que les Chinois ont un niveau de vie qui augmente et qu'en même temps ils ont reçu de la part du Vietnam et du Laos pas mal d'animaux, ils se précipitent. Comme ils n'ont pas le droit de les vendre comme ça, ils les mettent un peu sous l'étal et les animaux vivants sont confinés au sens rassemblés dans des paniers, et leurs urines, leurs excréments. Donc les conditions de contamination entre les humains et les animaux sont absolument exemplaires, comme dans un laboratoire. Alors, le mécanisme lui-même, je ne suis pas un devin, mais vraisemblablement l'atmosphère virale majeure qui entourait ces animaux confinés fait que les toucher, avant de les tuer, les enfants qui touchent les écailles de pangolin, bref, l'atmosphère virale peut continuer à se diffuser. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le contact direct avec l'animal en le touchant qui peut faire passer un virus de l'animal à l'humain. Pas uniquement le toucher, parce que vous pouvez imaginer que ces animaux, ils respirent, et ils crachent, ils envoient du virus comme ça dans l'air, et s'ils sont rassemblés et que ils vont contaminer les pangolins, ils vont contaminer les civettes, ils vont contaminer les animaux sauvages qui sont là. Donc, au fond, l'atmosphère finit par être totalement d'une richesse considérable en virus. Et à ce moment-là, ça saute à l'homme. Alors, comment ça se passe en termes de mutation ? Est-ce que c'est exactement le même virus à quelques nano-éléments près ? Je n'en sais rien, mais je pense pas que c'est un problème de recombinaison. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle charge virale sur des espaces réduits et une telle consommation. D'ailleurs, les Chinois l'ont très bien compris, puisqu'ils ont nettoyé immédiatement le marché, ils l'ont fermé le 31 décembre. Donc, on n'aura jamais la preuve, parce que malheureusement, toutes les études scientifiques ne pourront pas se faire sur ce marché. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a eu une sorte d'omerta construite. Et lorsque les premiers cas ont été construits, les médecins ont très bien attribué la responsabilité de l'épidémie au marché. Et les pouvoirs publics en ont tiré les conséquences, on ferme le marché et puis on n'en parle pas pendant 15 jours ou 3 semaines. Juste un mot peut-être avant d'aller plus loin dans la discussion avec Didier Sicard. Il y a un certain nombre de nos compatriotes, et notamment une part non négligeable, 40% je crois, de ceux qui se reconnaissent dans le Front National, dans le Rassemblement National, qui pensent que le virus est né dans un laboratoire. Alors les uns vont plus loin en disant c'est une volonté malfaisante d'un laboratoire, etc. Or, est-ce qu'on a... Alors, manifestement, on sait que tout ça vient quand même de la chauve-souris, ça vient d'un animal, ce virus-là. Oui, comme toujours, c'est le problème du complotisme. Il faut écarter la thèse naturelle pour chercher une fuite dans un laboratoire, pour écarter, et je pense que c'est les Chinois qui ont lancé un petit peu cette information, pour écarter leur propre responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie sur, au fond, la consommation culturelle absolument démente en Chine de tous ces animaux.
réputés augmenter la longévité, la sexualité. Donc, au fond, pour se débarrasser de l'accusation avoir été négligent, alors on parle du laboratoire, ça fait un peu plus chic, mais on imagine mal que simultanément, il y a une consommation extraordinairement forte à ce moment de l'année dans un marché où il y a ces animaux, et que dans un laboratoire à Wuhan, à 3 kilomètres, il y a une fuite de laboratoire. On peut toujours faire des scénarios de science-fiction ou de romans policiers. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, vous expliquez que l'homme ne prend pas assez de précautions dans son rapport à la nature. Vous donnez l'exemple des Chinois qui avancent sans précaution dans la forêt primaire laotienne. Ça veut dire que ce genre de crise sanitaire peut se reproduire, professeur? Dans ces forêts, il y a eu quand même, à mon avis, une situation très particulière. C'est que la Chine a construit une ligne à grande vitesse à travers une forêt primaire depuis 2 ans, et avec l'Institut Pasteur du Laos, on était très inquiets de l'absence totale de précautions sanitaires prises par les ouvriers chinois qui construisaient cette ligne, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de Chinois, et qui ont donc été en contact avec des paysans laotiens qui, eux-mêmes, dans les grottes, consomment des chauves-souris vivantes. Est-ce qu'ils les ont? Alors là, moi, je fais un scénario peut-être totalement de science-fiction, mais j'imagine que ces ouvriers, achetant à bas prix des animaux sauvages vivants de la part des Laotiens, reviennent pour la fête du rat dans leur centre de la Chine, à Wuhan, et peut-être mettent en contact des chauves-souris qui n'avaient jamais été en contact, ou quasiment jamais, avec l'homme, en grande quantité, sur un marché. Au fond, la route de la soie, nous, on avait été très inquiets à l'Institut Pasteur du Laos sur le fait que des travaux ferroviaires de grande ampleur soient faits sans aucune précaution, ni sur le paludisme, ni sur les virus, dans une forêt qui n'a jamais été en contact avec l'homme. Il y a encore des tigres, il y a encore des ours. Et là, il y a quelque chose qui est d'une irresponsabilité en matière sanitaire très impressionnante. Donc, pour protéger les hommes, il faut étudier les animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il faut étudier les animaux, bien sûr, dans leur capital de coronavirus. Les chauves-souris, on le sait, ont 20 à 30 coronavirus. Ils sont responsables d'un grand nombre d'épidémies virales. Que chaque espèce de chauve-souris a sa colonie de coronavirus un peu spécifique. Et il faut savoir, au fond, comment la chauve-souris rentre en contact avec l'homme, c'est-à-dire comment les chauves-souris qui adorent manger des fruits, sortir la nuit, en mangeant les fruits, urinent sur les fruits, que d'autres animaux arrivent, se contaminent en mangeant les fruits, les fourmis arrivent, les pangolins qui adorent les fourmis mangent. Il faut que la chaîne de transmission soit analysée, et il faut surtout que on s'intéresse, au fond, à l'écologie agricole forestière dans la relation avec les chauves-souris. Il y a une professeure de vétérinaire remarquable, Madame Bruguet-Pécou, qui est à Maison-Alfort, qui a beaucoup travaillé sur les chauves-souris et qui est exactement ce dont on a besoin comme travaux. Mais ce sont des travaux qui sont relativement peu connus des milieux médicaux, des milieux scientifiques, des milieux écologiques. Au fond, le problème, c'est pas simplement travailler sur l'animal dans son caractère viral, mais dans la chaîne de transmission, dans les habitudes alimentaires, dans les habitudes traditionnelles, dans les superstitions. Arriver au fond, à travailler sur une chaîne épidémiologique et pas simplement sur cette pauvre chauve-souris. Vous évoquiez l'Institut Pasteur du Laos, Didier Sicard, pour lequel vous êtes très impliqué. Est-ce que les instituts Pasteur, justement, servent à ça, ou est-ce qu'ils sont insuffisamment armés pour, justement, lancer ce genre d'études? Ils servent à ça, bien sûr. Ils sont sur le terrain. Ils font des études épidémiologiques locales, mais ils ont des moyens très limités, que ce soit l'Institut Pasteur de Vientiane au Laos, de Hanoï. Alors, à Shanghai, ils sont plus équipés, mais peut-être plus loin du terrain. Il y a un Institut Pasteur aussi à Cambodge, mais celui du Laos est particulièrement attentif à ces questions, parce qu'on a un directeur, Paul Bray, qui est un véritable pastorien au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il traque des chaînes épidémiologiques, mais avec des moyens extrêmement limités, et on considère toujours que c'est un peu une médecine exotique, alors que c'est une médecine fondamentale. Alors le professeur l'a dit, il va falloir enquêter sur les origines animales, ce qui va être très difficile, et évidemment, il va falloir interdire et fermer ces marchés qui vendent des animaux sauvages. La Chine s'est engagée à le faire. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en la matière au gouvernement chinois, Alain ? Écoutez, il y a une première indication, c'est celle qu'a donnée le professeur Sicard. Le premier réflexe du gouvernement chinois, alors je ne sais pas si ce sont les autorités locales ou centrales, ça a été de faire disparaître le marché, de le fermer et de faire qu'il ne puisse pas y avoir
d'enquête internationale sur ce qui était vraisemblablement le point de départ de la pandémie. Alors votre question, elle est plus large, si vous voulez, c'est une question de confiance face à au type de gouvernement qu'est le gouvernement chinois. Je dirais oui, il y a plein de domaines dans lesquels on est en confiance, on travaille en confiance, dans la science, dans la technologie, il y a beaucoup de choses que nous faisons en commun. Mais là, la pandémie est arrivée à un moment d'intense bataille idéologique entre la Chine de Xi Jinping et le monde occidental notamment. C'est la marque, si vous voulez, la pandémie révèle la marque du régime de Xi Jinping. Xi Jinping est dans une guerre de propagande mondiale. Il entend faire la publicité pour le mode de gouvernement autoritaire. Il entend en manifester sa supériorité sur le mode de gouvernement occidentale. On ne fait plus attention ici en France, à Paris. On oublie qu'il y a des batailles idéologiques. Et en la matière, la Chine communiste est assez bien armée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, quelle que soit la responsabilité qui paraît assez importante, sinon énorme, dans le déclenchement de la crise, les Chinois ont profité de la puissance de leur industrie, de la vitesse de réaction de leur industrie pour dire deux choses. Un, nous avons maîtrisé le virus chez nous, ça reste à voir. Et deux, nous sommes capables de vous donner les instruments médicaux nécessaires pour le résoudre à votre tour. Et trois, eh bien, tirez-en la leçon. Le modèle chinois, c'est le modèle de l'avenir pour le 21e siècle. Oui, mais c'est quand même oublier leur propre responsabilité. Parce que, au fond, la culture chinoise de superstition, de consommation d'animaux vivants qui est unique au monde, aucun autre pays n'a ces habitudes culturelles, est complètement évacuée par le gouvernement chinois qui, au fond, ne veut pas... C'est peut-être extrêmement difficile d'intervenir dans un domaine culturel, mais au fond, le chinois intervient dans le domaine scientifique d'une façon remarquable. Le génome, probablement, oui, c'est des études tout à fait remarquables, mais intervenir sur le plan de la culture locale, c'est une culture mafieuse, c'est une culture comme le trafic de drogue, c'est une culture souterraine pour laquelle les Chinois sont impuissants et là ils ne veulent pas l'avouer. Le professeur Sicard compare le trafic des animaux au trafic de drogue. Il semble que autant le trafic de drogue est largement au centre des préoccupations de nombreuses organisations internationales, pourtant le trafic d'animaux, lui, paraît relativement négligé. Est-ce que je me trompe et est-ce que vous pouvez l'expliquer, Jean-Marie Alain ? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas en effet quelle est l'ampleur de la lutte contre ce trafic d'animaux sauvages qui apparaît ici ou là dans les médias lorsqu'il y a une grosse prise ou des choses un petit peu spectaculaires, et on n'a pas idée du tout de l'ampleur que ce marché clandestin peut recouvrir, alors même qu'en effet ça devrait être une préoccupation majeure. En tout cas, compte tenu de ce qui vient de nous arriver, je pense que des leçons devront en être tirées au moins sur ce plan-là, et considérer que ce trafic d'animaux sauvages est au moins aussi dangereux, sinon plus que le trafic de drogue, mais nous en sommes loin, j'imagine. Le dernier chiffre que j'ai pu voir, c'était 25 milliards de dollars, le marché des animaux sauvages. Et il y a eu des conventions internationales sur le trafic d'animaux, ratifiées par l'ensemble des pays des Nations Unies en 2003, qui ont été ratifiées par la Chine, mais la Chine est impuissante à la faire régner sur son propre territoire, qui a été reprise. C'était donc après l'épidémie du SRAS, ça a été repris en 2017, ça a été repris le 28 février 2020 par la Chine en disant on interdit, mais c'est extrêmement difficile d'interdire un marché souterrain avec de la corruption, des policiers qui touchent un peu d'argent pour laisser vendre quelques chauves-souris vivantes, et donc tant qu'il n'y aura pas une criminalisation, une sorte d'instance supranationale qui prendra la mesure du risque, je pense que rien ne changera. Oui, c'est intéressant cette crise à cet égard, parce que par exemple moi je suis l'actualité internationale de très près depuis une quarantaine d'années, donc je lis énormément de revues, j'assiste à des séminaires, à des conférences, etc. J'ignorais totalement l'existence d'une convention internationale prohibant le trafic d'animaux sauvages. Je ne savais pas qu'il y avait une convention qui prohibait ce type de trafic. Je lisais de
temps à autre qu'on arrête des trafiquants d'ivoire. Alors nous y prêtons attention, c'est un peu une part d'exotique lorsqu'il s'agit des tigres, de sauver les tigres ou de sauver les éléphants. Mais plus généralement, il faudrait rebondir sur ce que dit le professeur Sicard, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a une attitude chinoise, mais qui est une attitude occidentale aussi, mais c'est encore plus fort, me semble-t-il, dans l'attitude générale chinoise. La nature est là pour être domptée. Le développement économique de l'homme passe avant tout. Nous faisons des immenses barrages. Nous changeons la nature. Nous déplaçons la montagne. Je crois que c'était un des slogans du maoïsme. Nous pouvons déplacer les montagnes. Eh ben voilà. Sauf qu'en déplaçant les montagnes, vous faites peut-être émerger une pandémie. Et les routes de la soie en sont un exemple, à mon avis, tragiquement possible dans ce nord Laos, forêt primaire avec des autoroutes et une route ferroviaire TGV avec des ponts gigantesques immenses qui traversent un territoire où la nature, elle attend avec volupté ses victimes. Alors, je voudrais revenir maintenant sur l'aspect médical de cette crise. Il y a deux controverses principales, celle sur les masques et celle sur l'utilisation de la chloroquine. Pour vous, professeur, ils ne sont utiles que pour les soignants? C'est pas la peine d'en porter quand on n'est pas en contact direct avec les malades? Les masques sont utiles généralement. Le problème, c'est que en période de pandémie, évidemment, la priorité, c'est pour les soignants. Or, le problème, c'est qu'on a pu voir dans la rue des tas de gens qui se promenaient, des cyclistes, des joggeurs, arborant fièrement leur masque, alors que les médecins, moi-même, quand j'ai voulu il y a 15 jours acheter un masque, j'ai pas pu en trouver. Donc, même si je ne soignais pas de malade actuellement, mais je trouve anormal que la population soit jetée sur les masques, empêchant, au fond, ceux qui allaient être au front de pouvoir se protéger. J'ai jamais dit que les masques étaient inutiles. Simplement, ils sont inutiles pour les cyclistes, pour les motards, pour les gens qui se promènent tout seuls dans la rue. Ils sont extrêmement utiles pour les métiers qui sont en communication avec le plus grand nombre. Et au premier rang, les soignants, les personnels en maison de retraite. Là, il y a eu probablement une faille dramatique devant, au fond, la capture peut-être par des gens mal intentionnés ou assez égoïstes, la plupart des masques qui ont fini par manquer pour ceux qui en avaient besoin. Mais c'est évident que malheureusement le stock qui avait été prévu, moi comme tout le monde, je regrette qu'on ait abandonné cette réserve stratégique qui avait été constituée sous Xavier Bertrand. Et moi je trouve que on oublie un peu, on rend hommage à Roselyne Bachelot, mais lui-même avait constitué une réserve stratégique qui a été ensuite dilapidée dans les qui ont suivi. Pour ceux qui est de la chloroquine, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui disent on n'a pas le temps de tergiverser, on y va, on teste, ou dans celui de ceux qui tiennent à respecter les protocoles scientifiques et médicaux, malgré leur lourdeur parfois et leur lenteur souvent? Moi je suis indulgent parce que il y a des preuves d'efficacité in vitro, comme on dit, au laboratoire, donc c'est pas complètement farfelu, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Puis Raoult est une autorité virale tout à fait incontestable. Ce qu'on peut lui reprocher, effectivement, c'est de passer de l'annonce à une communication qui, en période d'angoisse, devient virale au sens communication du terme. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile d'emblée de faire des études parce que les gens sont très anxieux et ne supportent pas d'être dans le groupe placebo. Donc, où on fait un groupe placebo clandestin et les gens, c'est très choquant, ou on le fait en parlant et les gens, pourquoi être dans le groupe placebo? Je me souviens, dans les années 30, quand il y a eu le vaccin antidiphtérique, des médecins ont été tués pour avoir demandé qu'il y ait un groupe d'enfants non vaccinés. Et donc, ça a été épouvantable. La société ne supporte pas l'idée même d'un placebo. Scientifiquement, pourtant, le placebo est absolument nécessaire et le groupe contrôle est absolument nécessaire. Mais en période d'angoisse, eh bien, on peut imaginer qu'il y a eu, et c'est dommage, un petit peu une annonce un peu trop importante. Mais je crois qu'il faut raison garder, ne pas accabler Raoult, qui me paraît être quelqu'un de quand même de grande qualité scientifique, donc et qui il n'a pas agi selon les normes théoriquement éthiques. Alors les normes éthiques c'est très bien in abstracto, mais les répandre comme ça publiquement, si on avait dit on a un médicament probablement efficace, mais vous n'en prendrez pas parce qu'on va regarder pendant 3 semaines
et vous risquez de mourir. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Oui, on a l'impression que, en l'espèce, il s'inscrit dans une vieille tradition médicale ancienne qui consistait à expérimenter tout simplement dans l'urgence. Et là, nous sommes en effet dans l'urgence avec une épidémie qui tue en masse, et puis des gens qui disent ah non, il faut attendre 3 semaines, 1 mois, peut-être plus que l'étude soit complétée. C'est ça qui crée le malaise et qui ajoute à l'angoisse d'ailleurs. Oui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est effectivement non pas d'avoir fait l'étude, mais de la diffuser d'emblée comme le remède miracle, parce qu'il pouvait s'attendre à ce que tout le monde vienne lui demander éventuellement ce médicament, et donc il faut éviter en médecine toujours d'avoir un discours radicalement triomphant. L'humilité fait partie de la médecine, et je pense que on va avoir des réponses dans 1 mois. Peut-être qu'il n'y en aura aucune positive, peut-être qu'il y en aura 1 ou 2 qui seront vraisemblablement. Je pense que cette maladie est très particulière parce qu'elle atteint les personnes de façon très différente. Mon gendre a fait une maladie dramatique, il était en réanimation, chirurgien, contaminé. Bon, au bout de 8 jours, là, il commence à émerger, toujours sous oxygène, mais il a failli mourir. Et d'autres, sa femme, ma fille, elle, n'a eu aucun symptôme, peut-être contaminée, mais enfin, elle vit avec lui, est très proche, et il n'y a eu absolument rien. Donc, la sensibilité personnelle à un médicament est peut-être aussi extrêmement différente. Il est possible que la chloroquine agisse à partir du 8e jour, qu'elle agisse avant le 8e jour. Tout ça, ce sont des travaux à faire. Le problème, c'est de ne pas sortir de son chapeau un médicament en disant j'ai trouvé, parce qu'à ce moment-là, on risque de se confronter à un retour de flamme particulièrement désagréable. Le dernier thème que je souhaiterais aborder avec vous, c'est celui de l'hôpital public, que vous connaissez bien, professeur. Cette crise jette une lumière crue sur un domaine où les choix administratifs ont pris le pas sur le médical. Ce que je comprends, c'est qu'on a plus écouté les gestionnaires que les médecins ces 30 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, on paie le prix de ça ? Payer le prix, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que la situation a mis en évidence cette carence, parce que au fond, on est passé depuis 15 ans d'une situation où l'hôpital public en France était absolument exceptionnel dans le monde, reconnu par toutes les instances internationales comme un modèle absolu, à un hôpital, ça a commencé sous l'ère Sarkozy, il fallait que ce soit un hôpital entreprise, un hôpital qui rapporte. Par conséquent, il fallait que les malades hospitalisés soient des malades vraiment malades pour que l'argent qu'on leur consacrait à leurs soins était utile et pour eux et pour la société, et que tous ceux qui étaient malades et pour lesquels il n'y avait pas de traitement, écoutez, basta, on les écarte. Et le symbole de cette stratégie, c'était ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire que peu à peu, les malades se sont habitués à dire voilà, c'est un malade qui va nous rapporter de l'argent, donc on le prend. Celui-là nous coûte parce que il est imbibé d'alcool, il est un peu toxicomane, il est un peu vieux, il est un peu pauvre, etc. Celui-là, on va pas s'en occuper. Donc au fond, à partir du moment où la tarification privilégiait les malades qui rapportaient, l'état d'esprit des hôpitaux a radicalement changé. Et j'ai tellement vu de souffrance des médecins que se dire, au fond, notre métier devient un métier économique et non plus un métier de soignant. Et ça a été une dépression collective, silencieuse. Moi, je peux reprocher aux médecins, et peut-être aussi à moi-même, au fond, de ne pas avoir eu de révolte plus précoce, de s'être laissé tondre, d'avoir oublié quelle était la finalité de la médecine. C'était, au fond, de soigner, non pas ceux qui rapportent de l'argent, mais de soigner ceux qui en ont besoin. Et là, il y a peut-être un état d'esprit qui va radicalement changer. En tout cas, si vraiment la leçon du coronavirus est celle-là, moi, j'applaudirais les 2 mains pour que l'hôpital français retrouve l'énergie et retrouve, au fond, le sens qu'il avait avant ces 15 ans, jusqu'au début du XXIe siècle. On peut même dater ce tournant des années 80 qui ont vu s'installer la logique que vous décrivez, Didier Sicard. Et on sortait, alors même que le virus s'installait, on sortait d'une période extrêmement tendue à l'hôpital où il y avait grève sur grève, démission d'un certain nombre de médecins, etc. Parce que les médecins, en effet, n'en pouvaient plus de mégoter ou de voir quémander pour le moindre équipement. Le moindre équipement nouveau prenait 1 an et encore fallait-il que ça corresponde à des critères économiques bien précis. Et là, on souffrait de plus en plus de la comparaison avec, je compare par exemple les centres de recherche aux États-Unis qui sont largement mieux dotés dès lors qu'il y a urgence, mais qui en vie normale aussi peuvent correspondre à d'autres, même si c'est un système qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais néanmoins, le nôtre, on l'a vu au fil des ans se dégrader, et peut-être là, ce sera un choc salutaire pour revenir sur des bases meilleures où les médecins reprennent toute leur place.
Jean-Marie, Alain, est-ce que cette crise va forcer le gouvernement à changer de regard et à changer de manière de faire avec la santé et l'hôpital public ? Peut-être Didier Sicard me démentira, mais je pense que c'est déjà le cas à travers la crise du coronavirus, et que il sera très difficile pour tout gouvernement de revenir en arrière. Il faudra tirer les leçons vraiment de ce qui s'est passé et changer les bases même de... Alors ça a été un peu suggéré par le président de la République lorsqu'il a dit qu'il y avait des activités, notamment la santé, qui devaient échapper au marché, aux lois du marché. Donc il faudra tirer toutes les conséquences de cette sentence. Je trouve que le professeur Sicard parle d'or et il a admirablement raconté ce qu'ont vécu les médecins depuis une petite génération. Donc ce message-là, d'ailleurs, je crois qu'il est entendu et qu'il sera entendu, et je suis assez optimiste sur un changement d'attitude. Mais je voudrais 1 minute seulement me mettre à la place d'un gouvernement français, si vous voulez. Je crois que ces 10 ou 15 dernières années, les dépenses de santé, globalement, ont doublé. Je pense que depuis 10 ou 15 ans, on n'est pas moins bien soigné qu'avant. Je pense que dans l'ensemble, la population française est plutôt bien soignée. Je regarde ce qui se passe en Allemagne ou encore en Scandinavie, c'est toujours exaspérant. Tous ces pays d'Europe du Nord sont exaspérants dans leur perfection. Mais j'entends qu'en Allemagne, le pourcentage d'argent public consacré à la santé, et si on le rapporte à la richesse nationale, est moins élevé que celui que nous y consacrons. Et donc voilà, je pense que c'est pas simplement une réforme d'attitude, ce doit être aussi une réforme de structure, j'imagine. Je ne sais pas lesquelles. J'écoute le professeur Sicard, je ne sais pas lesquelles. Le problème, c'est que les Allemands dépensent moins d'argent, mais les malades sont aussi bien soignés. Le problème, c'est que si la médecine est rivée à des indicateurs économiques, au fond, on dépense plus d'argent, et c'est le paradoxe, c'est que la tarification à l'activité a fini par être inflationniste de consommation et non pas de sens. Là, il y a un choc culturel, c'est la santé publique en France qui est considérée comme misérable. Les étudiants qui se consacrent à la santé publique ont dit vraiment, vous faites un rôle de métier, ça n'a aucun intérêt. Aux États-Unis, en Angleterre, la santé publique, elle est au pinacle. À Harvard, c'est les meilleurs. En France, c'est les moins bons. Et donc, la santé publique a besoin de penser, parce que c'est la santé publique, c'est elle qui assure la cohérence du système. C'est pas simplement d'augmenter les capacités chirurgicales ou médicales. La santé publique, c'est la prévention, mais la prévention, c'est extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup d'argent pour des résultats qui seront à 10 ans ou à 20 ans. Et là, il y a un déficit français qui est quand même très particulier et qui est un déficit culturel. Là, c'est pas un déficit économique, c'est un déficit culturel. Merci, professeur Sicard, pour cet éclairage. Merci, Jean-Marie. Merci, Alain. À la semaine prochaine dans Le Monde devant soi. Merci, Christophe. Merci, Christophe, et merci au professeur Sicard. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.